Yeah, merci beaucoup, les amis. Bon, alors là, on va passer à une autre catégorie, disons. Hein? Un gars qui a gagné sa vie à mettre des mots sur une feuille. Ben oui. C'est drôle, je te présente de même. Parce qu'en plus d'avoir écrit des paroles, tu as écrit aussi pour Crow et tout ça. Alors, Pierre Huet, donc, pour bien se situer, a écrit pour Beau Dommage. C'est un petit peu là que tu t'es fait connaître, hein? Un petit peu, oui. Hein? Un petit peu pas mal. Un petit peu pas mal, oui. Oui. Parce que ça a commencé avant Beau Dommage. Peux-tu... Non, j'ai commencé en haut de l'échelle. J'ai descendu tranquillement. Non, c'est parce que de fait, j'étais avec des gens comme Michel Rivard, Robert Léger, on était dans une troupe ensemble. Oui. Une troupe qui faisait des spectacles. Excuse-moi, mon Pierre. Ça va-tu? C'est dans une troupe, OK. Puis qu'est-ce que tu faisais dans la troupe? Des décors. Des décors, OK. Parce que je dessine aussi. Oui. Et on s'est mis à écrire des chansons pour la troupe. Et quand la troupe a arrêté, on s'est retrouvé avec un paquet de chansons qu'on pensait qui étaient des bonnes chansons, qui s'appelaient Chinatown ou Ginette ou 23 décembre ou quelque chose comme ça. On a essayé de les vendre, on n'a pas été capable. Fait qu'on a formé un groupe. Tu parles, c'est l'envers de la médaille. Oui, c'est ça. Les chansons ont commencé avant le groupe. Tu sais. C'est rare, ça. Oui. Et puis ces chansons-là ont été écrites en commun ou comment? Oui, ben écoute, Michel Rivard et moi, on est partis de chez nos parents respectifs pour habiter ensemble. Oui. Ça fait que, comme Michel racontait récemment dans une entrevue, il rentrait le soir tard, puis il trouvait sur son oreiller un texte que j'avais fait, et il mettait la musique dessus. Oui. Ça fait que, voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et puis c'était quand même une longue histoire. Ça a duré, Beau Dommage a duré quoi, 8 ans, 10 ans? La première vie, parce que, en fait, Beau Dommage existe encore. Ah, officiellement. C'est juste qu'on travaille moins. Non, parce que comme on est une coopérative, on est encore un groupe. On a super ensemble encore il y a 3 semaines et tout, tu sais. Donc, mais en soi, la première époque de Beau Dommage, ça a duré 4 ans. Quand même. 4 ans, 4 disques. Oui. Ouais, plus des disques live, là, tout ça. Ouais. Hop, on a une question du peuple. Est-ce que tu parles de quenouille bleue, là? Oui, exactement. Bravo. La quenouille. La quenouille bleue. Ouais. La quenouille bleue, c'était une bière, ça? Ou... Non, la quenouille bleue, c'était un symbole sexuel. Là, je vois le croc en lui. J'ai essayé de faire mon croc, mais... Non, il essaye-toi l'avait. pas. Oui. Essaye-toi pas. OK. Donc, c'est ça. Alors, puis après, pendant que j'étais dans Beau Dommage, j'ai commencé à travailler un petit peu d'autres mondes. Et à un moment donné, par une connaissance commune, je me suis retrouvé chez Jerry Boulet, parce qu'à l'époque, Offenbach venait un petit peu de s'écrapoutir. Pierre Harel, Wiseau, Willie était parti. Donc, Jerry est allé recruter en Ontario Breen Leboeuf et John McGill, a reformé le groupe, et là, il avait besoin de chansons. Et je l'ai rencontré, même s'il me faisait peur. Il était tout petit comme un... Il était malin. Oui, t'as malin, ça, et donc, j'ai apporté un texte qui s'appelait « Mes blues passent plus dans la porte ». C'était mon audition pour Offenbach. Puis, donc, je devais faire, pour le disque, c'était peut-être la version, je devais faire une chanson. Puis, je n'ai fait 9, je pense. Ah, tant que ça? Ah oui. Mettons, je chante comme un coyote, bye bye, 2 autres bières. Toutes des affaires comme ça. Toute une affaire d'alcool, ça? Hein? Non, mais t'avais-tu un petit peu un pendant de ça? Tu as un penchant vers l'alcool? Un penchant, parce qu'à cause, en plus, d'écrire pour un alcoolique... Non, mais c'est parce que le principe, j'ai écrit pour beaucoup de monde. J'ai écrit vraiment pour des dizaines et des dizaines de personnes. Tu sais. Et quand tu travailles avec quelqu'un, tu te dis, tu cherches où est-ce que vos deux vies se rencontrent. Alors, avec Offenbach, ça a été plutôt 2 autres bières. Oui, je comprends. Tu as adapté ton écriture à qui de droit. Un petit peu. Un petit peu, pas mal. Peu, ouais. Mais il faut dire que ça a bien marché parce que tu étais en plein ça qu'il avait besoin. Oui, puis c'était surtout, je me demande comment c'est arrivé parce que je pense que les 9 chansons en question, je les ai faites à peu près en 5 semaines. Ah, mon Dieu. Alors, c'était vraiment, à la fin, on était rendu à la toute dernière tune. Jerry m'avait enfermé dans un studio. On était dans un studio près de TVA. Et il restait une toune à écrire, et je l'écrivais à mesure à peu près. Hey. Et Jerry m'avait enfermé dans le studio à côté, puis j'allais porter une phrase à la fois. Il me débarrait à la porte, j'allais porter une phrase. Wow. C'est la toune qui s'appelait « J'ai le rock'n'roll puis toi ». Hey, en plus, on chante. Ouais. J'ai le rock'n'roll puis toi, aidez-moi. Mais quand même...
Aussi, mais c'est juste après les paroles, mais donc la musique, c'était eux qui brassaient avec ça? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu es parolier, il y a 2-3 manières de travailler. Il y a la manière que tu préfères, c'est-à-dire écrire les paroles d'abord et les gens font la musique dessus. Oui. Donc, mettons, tout Beau Dommage, les 15 ou 20 chansons que j'ai faites de Beau Dommage, les paroles étaient faites d'abord, la musique était mise dessus par Pierre, Michel, Robert, bon. Le contraire, qui est vraiment plus difficile, c'est que la musique est faite d'avance. Donc, Jerry m'apportait une cassette où il y avait une musique avec ce qu'on appelle du yogourt ou du shredder, c'est-à-dire des fausses paroles, pour que j'aille le phraser. Ah oui. Et donc, je m'installais cassette à l'époque. Je m'installais avec l'appareil à cassette, puis j'écoutais 100, 200, 300, 400, 500 fois pour savoir quoi dire dessus. Tiens. Oui. Alors donc, toutes les chansons de Traversion, à part le blues passe plus d'emporte, la musique est venue d'abord. Donc, d'inspiration, de la sonorité. Ouais. De Et la surtout musique. parce que, bon, il y a beaucoup de ces chansons-là, c'était des musiques de John, en anglais, des chansons en anglais, il y avait des textes en anglais qui ne m'intéressaient pas. J'ai jamais voulu faire des traductions. Ouais. Alors, j'écoutais seulement la sonorité. Alors, l'exemple que je donne toujours, sur Traversion, il y a un disque, il y a une chanson qui s'appelle « Femme qui s'en va ». Et alors, les paroles anglaises, c'était « Funky Samba ». Ah oui. Alors, je me suis collé dessus, comme ça. C'est un art, c'est un art. Ben oui, une bonne main. Quelle histoire qu'il vient de nous raconter là. Il s'est fait enfermer par Jerry Boulet. Ouais. Jerry était à dehors avec son bat de baseball, puis il disait, c'est toi, tu sors pas tant que t'as pas mes paroles. C'est à peu près ça. J'étais plus grand que lui, mais quand même. Tu as connu un peu, on va pas aller trop dans le côté sombre, mais c'est une époque où Jerry déjà avait beaucoup de problèmes. Tu parles de santé ou de boisson? Ben, de boisson. Ben là, la santé, disons que... Ben, c'est-à-dire que, honnêtement, très honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai jamais pensé que Jerry avait un problème de boisson. Ah. C'est que Jerry était un grand timide. Ah. Alors, je me souviens d'une fois, on était un dimanche dans un hôtel du centre-ville, c'était un congrès de la SOCAN ou je ne sais pas quoi, puis on était 3 ou 4 sur scène à parler de l'art d'écrire une chanson. Un dimanche matin à 10 h, ce qui n'est pas une bonne heure pour Jerry. T'sais. Alors, pour qu'il soit dégêné, il a fallu débarrer le bar de l'hôtel. Après 5 bières, il s'est mis à parler. Alors, c'est un timide qui buvait pour vaincre sa timidité, et il vainquait pas mal. Ben, disons que j'ai l'autre côté de la lune, moi aussi, que j'ai connu, évidemment. Ouais. Mais toi, encore de plus, là, c'est sûr que toi, tu étais vraiment... Tu t'es inscrit dans la... Non, c'est un garçon très gentil, vraiment. Mais c'est que, dans le cours d'une soirée, il pouvait tranquillement changer à mesure qu'il buvait. Oui. Dis-moi, donc, il y a eu Traversion. Est-ce qu'il y a eu autre chose par la suite? Pour Offenbach? Pour Offenbach? J'ai pris quelques autres chansons sur Rockarama puis Tonne de briques, je pense. J'ai écrit 3-4 autres après. Mais, en toute sincérité, parce que les musiques qu'on m'apportait pour Traversion étaient vraiment, vraiment des bonnes musiques. Tu sais, quand tu y penses, là, des tunes comme Je chante comme un coyote, puis 2 autres bières, puis Bye Bye, j'ai rock'n'roll, puis toi, c'est des maudites belles mélodies et tout. Et après ça, je pense que surtout John avait comme livré le gros de sa marchandise. Ça, c'était comme son back-order. Oui, je comprends. Du matériel qu'il avait accumulé. Puis là, et je trouvais que les tunes étaient moins inspirantes. Ça fait que je l'ai faite, mais le cœur y était moins. Le cœur y était moins, puis c'est vrai qu'à un moment donné, il y a tout, c'est comme un coup de foudre. Hein? Ouais. Au début, c'était beau, puis au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend des couples, là. Mais mais tu sais, comme, mettons, avec Traversion, j'avais donné, je pense. J'avais donné. Oui. Je pouvais prendre la retraite d'Offenbach. Ouais. Donc, pour le chapitre d'Offenbach, tu avais pris ta retraite d'Offenbach. Fait que tu n'as plus revu les gars par après? Écoute, c'est que... tu sais, je disais tout à l'heure à quelqu'un que Michel Rivard, de Beau Dommage, et on est des amis depuis 1965. Oui. Puis j'y parlais encore hier. C'est des amis naturels. Les gens d'Offenbach qui étaient du bon monde, Johnny, sort of, c'était du monde. Tu sais, Breen est adorable, je l'ai dit, Jerry, Johnny à prendre avec des pincettes. Bon, tu sais, mais c'est pas des gens avec qui je me tenais. Affinité, comme on dit. C'est pas, j'appelais pas Jerry pour dire on sort ça ce soir. Oui. Pas vraiment, tu sais. C'était plutôt avec Jerry à quelle heure qu'on rentre. Bon, OK. Alors, pour en finir avec eux autres, tu sais que c'est John Miguel qui a hérité du nom. Ouais. Ça a fait une grosse histoire. Ouais. Nous, comme journalistes, on prend la version de l'un, on prend la version de l'autre. On a eu des pressions de l'un
pour ne pas parler de l'autre. Mais donc, on a constaté que oui, l'autre avait raison de dire qu'il avait le pouvoir. C'est que Quand c'est-tu? La version que j'en ai, c'est que John, en plus, il était un très bon musicien, il était un bon homme d'affaires, puis un jour a eu la bonne idée de mettre sur copyright le nom d'Offenbach. Ce qui fait qu'il est en droit de sortir un nouveau disque qui s'appelle Offenbach. C'est ça. Ouais. Ça fait pas le plaisir de tout le monde, puis je pense pas que sur le disque qui sort, qu'il y ait Breen ou qu'il y ait Johnny ou quelque chose comme ça. T'sais. Non, il y a juste Pat Martel. Il n'y a pas de Martel, bon, c'est là. Alors donc, ça fait des tensions. Puis, on a vu des groupes comme, je sais pas, mettons, les Beach Boys, qui avaient 3 versions sur la route en même temps. Ça, ouais. Alors, mais tu sais, t'es jugé à la qualité de ce que tu fais. Ben c'est ça. Alors, John, on verra bien l'Offenbach Mark II de John, quelle valeur ça a. T'sais. Mais c'est aussi John qui, en bonne affaire, vous le savez sans doute, la version va enfin sortir de nouveau en CD. Oui. Parce qu'il y avait des problèmes avec René Malo, qui était à plus ou moins l'agent d'Offenbach au début, qui avait mis des sous pour que la version sorte. Et donc, il y avait des disputes à savoir qui avait les droits. Donc, toutes des histoires qui ne m'intéressent pas, mais c'est pour ça que aussi longtemps, la version était plus trouvable en CD. Là, il ressort. Mais j'aurais même aimé que j'ai écrit à John à un moment donné, mais on verra si on se voit. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu de bonus, c'est comme des inédits. Par exemple, un jour, Jerry m'a apporté une rare musique par Johnny, par Jean Gravel, et j'ai fait un texte dessus. Quand est venu le temps de faire le disque d'Offenbach, de faire la version, cette chanson-là, c'est pas rendu. Mais l'ironique, c'est que j'aimais le texte, et ça s'est retrouvé sur un disque de Pierre Bertrand avec une musique de Pierre. Ça s'appelle J'ai la fièvre. C'était une belle tune par Johnny. C'est pas sorti. C'est devenu une chanson par Pierre Bertrand. Mais ça existe quelque part. Ça doit exister sous forme de démo, choses comme ça. Moi, je vais l'appeler tantôt. Là. Il va faire mes représentations. Mais oui, parce que John, il est venu ici, il a été très sympathique. C'est un gars aussi qui n'a pas d'amer. Il n'est pas amer. Non. Il a très bien réagi à tout ça. Et bref, on leur souhaite tous d'être heureux dans ce qu'ils font, parce que justement, tu as Harel, puis Gravel, puis l'autre qui font aussi des nouvelles tunes, là. Mais j'ai vu l'autre jour sur YouTube, j'ai vu une réunion où il y avait Johnny, il y avait Breen, il y avait Pierre Harel, il y avait Martin Deschamps, qui chantait les blues Passe plus dans la porte, tout ce monde-là ensemble. Oui, bon. Alors donc, c'est du monde. Il faut croire que, à un moment donné, c'est que la nécessité fait que tu oublies tes chicanes. À un moment donné, il faut gagner sa vie et autres. Pierre Harel, c'est quelqu'un que je connais bien, mais qui a besoin de vivre aussi. Alors, je pense qu'il fait quelque chose de Johnny en ce moment, je pense. Oui. Ça fait partie de ça. Déjà, à part le pauvre Jerry, tout ce monde-là est vivant, c'est déjà pas mal. C'est pas. T'as encore des droits qui te reviennent pour le... Toujours. N'est-ce pas merveilleux? Non, mais d'une bonne main, parce que tu sais quoi? On se dit tout le temps, les créateurs, là, après tant d'années... Tes éditions sont vendues à Pierre-Marc-André, Père-Paul, Ching-Ching de l'Allemagne du Sud. Après ça s'en va là, mais dit, non, je ne reçois plus mes droits, moi. Non. Mais il m'est arrivé, moi, parce que, bon, j'ai eu la chance d'être en demande comme parolier, puis j'ai écrit pour beaucoup de monde. Hein. Mais à un moment donné, je pense à quelqu'un que je n'aimerais pas. Le chanteur lui-même est excellent, sympathique et talentueux, mais on m'a demandé d'écrire des textes pour lui, et son agent exigeait d'avoir mes éditions. Fait que c'était non. Alors, j'étais en bonne position pour refuser. Si j'avais été mal pris, peut-être, mais non. Alors donc, bon, Beau Dommage, comme vous savez peut-être, est une coopérative, c'est-à-dire que nous autres, tous les argents sont redistribués entre les membres du groupe, c'est-à-dire que Réal Desrosiers, le batteur, fait d'argent autant que moi sur Ginette, whatever. Fait que, tu sais, alors ça épargne. Tu sais, je dis toujours, tu te chicanes quand il n'y a pas d'argent ou quand il y a trop d'argent. Alors, nous autres, ça marche encore bien, les chansons de Beau Dommage. Alors, les droits rentrent et on s'y partage et tout. Oui, c'est bravo, oui, belle façon. Alors, on va poursuivre avec notre ami Pierre. On ne peut pas passer à côté ta période. Il y avait. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça, le magazine Crow? Oui. Ah! Vois-tu? Et puis, mais savez-vous que ce gars-là, il faisait quasiment tout le magazine à lui tout seul. Hein? D'un premier temps, en tout cas.
Mettons, la première année, j'avais 5 pseudonymes, y compris comme dessinateur, parce que je dessine aussi, mais à un moment donné, on a recruté assez de monde pour que je puisse prendre un break un peu, mais justement, j'étais en train de préparer un livre, mes meilleurs articles de Crow, puis surtout les premières années, j'ai l'embarras de choix, parce que j'en ai fait, comme on dit, j'en ai chié du papier. Hein, alors, du leftover, excuse l'expression, c'est qu'il y a des affaires qui n'ont jamais paru? Non, c'est que le Crow, moi, j'ai été là pendant 11 ans, et donc, à raison d'un numéro par mois, donc mettons grosso modo 120 numéros, si j'ai écrit 6, 7, 8 pages par numéro, bien, j'ai de quoi en prenant des affaires que je trouve qui ont bien vieilli, dans le bon sens du terme, mais non pas bien vieilli. Je pense que de quoi faire un livre pas pire. Ça. Alors, je prépare ça tranquillement. Oui. Excuse-moi, je voudrais bien avoir ton livre en main. Ton livre qui est sorti en... Il y a 2 ans, je pense. Donc, ça, j'explique ce que c'est. Ça s'appelle En 67, tout était beau. D'une chanson que vous connaissez peut-être, que j'ai écrite, c'est que je trouvais que je voyais beaucoup de mes confrères, mettons, Luc Plamondon, Michel Rivard et autres, qui sortaient des livres, des recueils, des textes de chansons, et je trouvais que ça n'avait aucun intérêt parce que, de nos jours, les textes sont sur l'Internet, sont sur les pochettes de disques. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent? Donc, j'ai décidé de faire un livre où il y a 50 chapitres. 25 chapitres, c'est des histoires rocambolesques de ma vie, parce que vous pouvez deviner qu'entre Offenbach, Crow et un paquet d'autres affaires, juste pour rire, surprise et tout, j'ai des tas de choses à raconter où j'ai l'air ridicule généralement. Donc, il y a 25 chapitres qui comptent des histoires malodorantes, et 25, j'ai pris 25 de mes chansons pour en parler. Des fois, c'est donner la petite histoire, comment telle chanson s'est écrite. Des fois, c'est dire comment s'est écrit une chanson. Des fois, comment telle chanteuse me fait chier. Et donc, alors, donc c'est pas tout absolument les... On veut le savoir! Pauline Julien, son nom. Pauline Julien. Ah, il l'a dit! Elle est morte. Ah, ben, écoute donc. Pas grave. Que son âme... oui, que son âme repose enfin. Oui, mais toi, avec Crow, tu t'es attiré un peu les foudres... De plusieurs personnes. Oui, hein? Mais pour citer une chanson que je n'ai pas écrite, toujours vivant. Alors, mais c'est parce que je dis toujours que quand j'ai fait Crow pendant 11 ans... 11 ans, quand même. 11 ans, c'était comme si j'avais fait mon droit. Tu apprends, parce que tu as toujours un avocat en permanence pour le magazine, et tu apprends jusqu'à où tu peux aller. Donc, somme toute, je ne me suis pas trop souvent mis les pieds dans les plats. Oui. Pour employer une célèbre expression, je savais jusqu'à où aller trop loin. Alors, j'ai pas, à part les menaces de mort par le mari de Michel Richard, je m'en suis pas mal tiré. Et les menaces de mort par Luc Plamondon, mais ça, c'est une autre histoire. Luc Plamondon? Oui. J'oserais pas trop en... C'est pas dans le livre, ça. C'est pas dans le livre. Mais le chum à l'autre, la femme, là, que tu as parlé, non? Là. Michel Richard? Ou Maldrouin? Lui, méchant mafieux, qui volait des toiles, puis tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Yvan Demers. Oui, c'est ça. Yvan Demers, pour pas le nommer. Il m'a menacé de mort, mais je suis encore là. T'es encore là, puis nous, on est là pour te supporter. Malgré que lui, il est peut-être mort, on ne sait pas. Bon, OK. Alors, Crow, donc, belle époque aussi. Si tu veux, on va poursuivre encore, on a quelques minutes. À savoir, donc, c'était quand même une revue qui paraissait à tous les mois. Tous les mois. Tous les mois. Vous avez eu des bonnes ventes à un moment donné, 20 000, 15 000? Pardon? Dans nos meilleurs moments, c'était 125 000. Oh boy! Pendant 10 ans, c'était à peu près 80 000 par mois. Oui. Et nos 2-3 numéros les plus vendus, spécial Journal de Montréal, spécial Maudit français, spécial Jean 23, donc je ne me souviens plus quel pape qui était venu au Québec. Et ça on a atteint 125 000. C'est formidable. C'est énorme. Surtout dans ce temps-là, en plus. Ah ouais. Et surtout, c'est pour ça qu'on a survécu aussi longtemps, c'est parce que, par définition, quand tu fais un magazine qui est un petit peu la dent longue, tu as très peu de publicité. On a très peu de pages de pub. Même à l'époque, un magazine, les règles du marché disaient qu'un magazine, pour qu'il survive, il faut que 40 de ses pages soient de la publicité. Mettons l'actualité, nous autres, c'était 5 Bien d'accord. Non, si on survivait, c'était grâce aux abonnés et parce qu'on vendait beaucoup. C'est ça. Fait que les annonceurs n'osaient pas. Voilà. Mais par contre, le bon peuple, lui, il achetait. Voilà. Fait que ce qui a fait, vous avez survécu. Vous avez tenu vos bureaux sur la rue... On était 2 places. On était d'abord dans le Vieux-Montréal, c'est la rue Saint-Jean. Ah, oui, puis après ça, dans NDG, c'est la rue Moncton. Oui. Mais c'est ça. Et tu sais, moi, le magazine a duré peut-être une couple d'années après que je sois parti. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Et
pour un magazine d'humour, d'arriver à exister, mettons, pas loin de 15 ans, c'est normal. Tu sais, c'est une courbe. C'est à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Tu sais, c'est pour ça que moi, je passe à autre chose, mais le magazine aussi, les lecteurs, tranquillement, s'en allaient et tout. Fait que on a eu des très bonnes années. C'est ce qui compte. Hein? Oui. C'est ce qui compte. Bravo, félicitations. Merci. On s'en va vers la fin tranquillement. On peut savoir, est-ce que tu as fondé une famille? As-tu des héritiers? J'ai au moins 2 filles connues. Oui. Peut-être qu'en Scandinavie, j'en ai quelques-unes que je ne connais pas. Là, mais oui, j'ai une famille, une femme et 2 filles, 2 belles filles. Ouais. Et je travaille. Je travaille toujours. Je travaille beaucoup. Que j'allais dire, je travaille sur un paquet d'affaires. En ce moment, je travaille sur un spectacle musical qui va rendre hommage à la chanson québécoise et française. Je travaille sur un sitcom. Je travaille sur le livre de Crow. Je travaille beaucoup. Je travaille sur des chansons. J'ai commencé à faire des chansons. Parce que j'avais un petit peu beaucoup arrêté, parce que le cœur n'y était plus. Mais là, je viens d'en finir avec... J'ai appelé ce gars-là que j'aimais bien, un plus jeune, qui s'appelle Luc Larochelière. Ben oui, Luc Larochelière, on l'aime, nous autres aussi. On vient de faire une chanson pour Éric Lapointe ensemble. Ouais. Puis demain, on va travailler avec un dénommé Piché, mais qui s'appelle Léo Piché, le fils de Paul. Le fils de Paul. Ah oui, j'ai beaucoup travaillé avec Paul, mais un jour, on a écrit ensemble une chanson. Il venait d'avoir un fils, Léo. On a écrit une chanson qui s'appelle Tigalo. Donc, on parlait de changer ses couches et autres. Et aujourd'hui, ou demain, en tout cas, je travaille avec le fils de Paul. Ça le connaît depuis toujours, c'est comme mon neveu. Puis à un moment donné, il a commencé à faire des chansons, il sort un disque, et on a décidé de travailler ensemble. Et ça fait du bien de travailler avec quelqu'un de plus jeune. Comparativement à Paul Piché, qui est très vieux. Ben, comme on dit, des vieilles sacoches ensemble, on se rappelle nos affaires. Super, quand on s'en rappelle. Mais bravo, parce que tu t'inscris dans l'autre génération déjà. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un article dans la presse. Il y a un article qui a été fait sur le métier de parolier au Québec. T'sais. Puis je disais quelque chose, peut-être, ça ne vous plaira pas comme phrase, mais c'est parce que on parlait du difficile métier de parolier. Je disais que, de nos jours, à mes yeux, il n'y a pas juste du bon dans le genre, mais que le rap était un des genres où il y avait des bons paroliers. Parce qu'une chanson de rap, pensez-y, il y en a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de paroles. Donc, j'aime autant entendre une chanson de rap qui va dans tous les sens, dont je ne suis pas fou de la musique, si on peut appeler ça de la musique, qu'entendre une niaiserie chantée par, nommez la chanteuse à votre goût. Là. Alors, je pense qu'il faut surtout pas que tu te cantonnes dans un style. Comme quand ma blonde voit que j'ai la tête trop enflée, elle rappelle au monde que j'ai écrit aussi Le temps d'une dinde pour Ia Tremblay. Fait qu'il faut avoir des horizons larges. Bon, ben OK, mon Pierre. Ben écoute, félicitations, bravo, une bonne main. Hey!